Bonjour à toutes et à tous. Je me présente donc Christophe Jacques, je fais partie de la CCI Nouvelle-Aquitaine. Je suis responsable des programmes développement durable à destination de nos entreprises. Je vous remercie de vous connecter ce matin pour ce webinaire consacré à l'éco-conception, un sujet qui est qui devient incontournable pour nos entreprises. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous donner les clés pour comprendre, débuter et structurer votre démarche d'éco-conception. Que vous soyez soit en début de réflexion, soit déjà engagé dans une dynamique, on va dire, de réduction de vos impacts environnementaux. Donc à savoir que les CCI de Nouvelle-Aquitaine, on reste convaincu que l'éco-conception représente aujourd'hui un levier de compétitivité, d'innovation, et permet aux entreprises de se différencier. Et c'est pourquoi on accompagne maintenant depuis plusieurs années les entreprises de tout secteur en partenariat avec l'ADEME et la région Nouvelle-Aquitaine, les entreprises dans leur démarche d'éco-conception. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Christophe Robin de la CCI des Landes et qui est notre expert éco-conception pour notre réseau, et Marie-Lise Barrault qui est chargée de mission économie circulaire à la région Nouvelle-Aquitaine Bonjour. qui vont animer ce webinaire. Ce que je vous propose en termes de gestion de webinaire, c'est de garder ou de notifier vos questions dans le chat et nous les traiterons en fin de webinaire. On consacrera 10-15 minutes au traitement de vos interrogations. Une dernière fois, voilà, l'objectif du webinaire, c'est vraiment de vous donner des clés pour que chacun puisse repartir avec une idée précise de ce qu'est l'éco-conception et d'avoir une visibilité sur comment engager cette démarche au sein de votre entreprise. Je vous souhaite donc une très bonne session à tous et à toutes et je vous remercie pour votre participation et je laisse la main à Christophe Robin. À toi Merci Christophe. Christophe. Oui, c'est parti. Euh, je vais vous présenter tout ce qu'on a prévu de vous présenter aujourd'hui pour vous faire découvrir l'éco-conception. On est sur un webinaire de découverte. Hop, j'ai quelque chose qui s'ouvre. On voulait simplement vous rappeler que les CCI en Nouvelle-Aquitaine peuvent vous accompagner dans votre transition écologique d'une façon globale. Vous avez un QR code qui renvoie vers le site qui s'appelle ecoentrepreneur.org, qui liste tous ces sujets: éco-conception, énergie, économie circulaire, gestion des déchets, la RSE, la décarbonation, l'adaptation au changement climatique, la sobriété hydrique, les achats responsables, trois petits points. Vous verrez tous ces sujets, les interlocuteurs dans vos départements qui peuvent vous accompagner sur ces sujets, qui se fait toujours en partenariat avec la région et avec l'ADEME. On voulait aussi vous parler d'un sujet important en ce moment, c'est la performance énergétique avec le coût des énergies qui flambe. Il y a une session ProRFEI les 19 et 20 mai prochains à Bordeaux, qui est une session régionale. Vous avez aussi un QR code. Je vous en ai mis un peu dans toute la présentation des QR codes pour vous renvoyer vers des sources d'informations. ProRFEI, c'est une formation, donc il y a un MOOC, il y a 2 jours collectifs et 2,5 jours en individuel pour vous aider à piloter votre performance énergétique sur vos sites plutôt industriels, mais ça peut s'adresser à d'autres profils d'entreprise. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, ce qu'on va voir ensemble, ce sont les principes clés et bien sûr cette notion de cycle de vie. Quand se lancer dans une démarche d'éco-conception et pourquoi? Quel modèle économique? Et les dispositifs d'accompagnement que Marie-Lise, qui est avec nous de la région Nouvelle-Aquitaine, nous présentera en fin de webinaire. Donc, les principes de l'éco-conception. Principes et définitions. Alors, il y a plusieurs diapos qui sont issus d'une ressource qui s'appelle le pôle éco-conception. Vous pouvez aussi y accéder sur leur site internet. C'est une association nationale qui vise à promouvoir et à développer des contenus et de la compétence sur l'éco-conception. Donc, quand on parle d'éco-conception, on est dans une approche produit, donc on est plutôt sur la droite de la diapo. C'est un peu différent, mais c'est très complémentaire des autres approches organismes comme la RSE, le management environnemental ou le bilan carbone. On y reviendra dans la suite de la présentation. Donc, on s'intéresse ici à un produit, à un service ou à un système complet qui prend des produits et des services. Une notion importante là-dedans, c'est qu'on va s'intéresser au cycle de vie de ce produit. On va se dire
que c'est un bien matériel. Pour l'instant, c'est plus facile à comprendre. Quand on s'intéresse au cycle de vie, ça commence à être un peu connu, cette notion-là. On s'intéresse aux matières premières qu'on mobilise pour faire ce produit ou ce système, de façon directe ou de façon indirecte, aux procédés de fabrication de ces matières en composants, en produits finis, en emballage ou en consommables. On va regarder le transport ou ce qu'on peut appeler la logistique d'une manière générale du moment où le produit est en sortie d'usine jusqu'au moment où il arrive chez l'usager. Donc tous les circuits et les canaux de vente, de distribution, etc. On va se poser la question de qu'est-ce qui se passe pendant l'usage. Est-ce qu'il y a des consommations de matière, d'énergie, des émissions, des rejets, etc., etc. Et enfin, on se posera la question, qu'est-ce que devient mon produit en fin de vie? Dans quelle poubelle je le mets? Est-ce qu'il peut être trié? Est-ce qu'il peut être revalorisé? Donc cette notion de cycle de vie, c'est le cœur de la démarche d'éco-conception. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une démarche qui est multicritères. Donc, on va avoir toute une batterie d'indicateurs environnementaux. Ce que je vous ai mis là, ce sont les 16 critères qui sont utilisés dans la méthode PEF, Product Environmental Footprint, qui est la méthode de référence européenne pour évaluer la performance environnementale des produits. Trois grandes familles dans ces indicateurs. On a des indicateurs qui sont plutôt écologiques, comme le changement climatique. On a des indicateurs qui portent sur la santé, comme les particules qu'on a ici, ou le rayonnement ionisant, et d'autres qui portent sur l'épuisement des ressources. Autre point important quand on fait de l'éco-conception, c'est que comme on sait piloter notre cycle de vie avec plusieurs critères d'impact, on va être capable de visualiser des transferts d'impact. Un transfert d'impact, c'est par exemple entre une voiture électrique et une voiture thermique. On va avoir pour la voiture électrique une réduction d'impact en phase d'usage, mais un transfert d'impact sur les matières premières, la fabrication et la fin de vie, puisqu'une voiture électrique est plus lourde, elle embarque des batteries qu'il faut fabriquer, donc qu'il faut sourcer en matières premières et qu'il faudra traiter en fin de vie. L'idée, c'est de savoir s'il y a des transferts et si le global cycle de vie est meilleur ou pas. Ces transferts, ils peuvent se faire entre les étapes du cycle de vie ou entre plusieurs critères d'impact. Ce n'est pas un problème s'il y a un transfert, mais la méthode, elle va vous amener cette connaissance-là et elle va vous éviter des déconvenues, notamment en termes de pilotage ou en termes de communication sur la suite du projet. Puisque dans ce projet d'éco-conception, on va mobiliser différentes étapes. Ce sont les étapes qui sont recommandées par une norme qu'on va voir sur la diapo d'après. Et aujourd'hui, si on veut dire qu'on fait de l'éco-conception, il faut suivre ces étapes-là. Donc, dans la première étape, on va chercher à bien comprendre quel est notre contexte. On va le voir tout à l'heure, on a des éléments de contexte qui sont importants pour bien cadrer le projet, savoir qu'est-ce qu'on doit améliorer dans notre produit et pourquoi on doit améliorer ces éléments dans notre produit. Dans l'étape B, on va mobiliser un outil qui s'appelle l'analyse de cycle de vie, qu'elle soit simplifiée ou plus complète, qui va nous permettre d'attribuer les impacts aux différents éléments de notre cycle de vie. Par exemple, sur un produit, est-ce que c'est plutôt la carcasse, le moteur, etc., qui génèrent de l'impact, ou est-ce que c'est la phase d'usage, ou est-ce que c'est la fin de vie, et dans quelle proportion? Tout ça nous permet encore de mieux connaître notre produit et de le piloter. À l'issue de l'étape A et B, on sait ce qu'on doit améliorer et dans quelle proportion. Donc, on va aller chercher des pistes d'éco-conception. Ici, on va mobiliser des outils de type innovation, créativité. On va aller chercher des outils, des checklists, des choses comme ça, des guides qui vont nous permettre d'aller trouver des propositions. Ces propositions, on va les évaluer sur différents critères pour les choisir. On va avoir des critères environnementaux, mais c'est à ce moment-là aussi qu'on va pouvoir croiser avec d'autres critères habituels de conception, comme des notions de coût, des notions de faisabilité technique, des notions d'attente des clients, etc. L'éco-conception, c'est une démarche environnementale, mais qui ne va pas être décorrélée de la vie de l'entreprise. Donc, on ne va pas essayer de faire un produit qui sera invendable. Donc, il faut que les coûts soient maîtrisés et qu'on touche les attentes des clients. C'est à ce moment-là que tout ça se passe. On va trier nos propositions pour arriver à quelque chose de satisfaisant. Si on n'y est pas, on revient en arrière. Ensuite, à l'étape E, on va avoir une proposition de produit éco-conçu ou partiellement éco-conçu. On va réévaluer notre produit par rapport à notre évaluation de départ.
ça va nous permettre de mesurer ce que je montrais sur la diapo tout à l'heure. Est-ce qu'on a des transferts d'impact ou est-ce qu'on a des gains? Et sur quels critères, dans quelle proportion, et est-ce que notre total, il est meilleur ou pas? Ça nous permet aussi de vérifier qu'on a atteint les objectifs qu'on avait pu se fixer aux étapes A et B. Et enfin, la dernière étape du processus, ça va jusqu'à la communication. Donc on va se poser la question, est-ce que je communique sur ce que j'ai fait dans la démarche et à qui? Et en fonction de la réponse, on va mobiliser différents outils. On peut aller chercher des écolabels officiels, type l'écolabel européen. On peut aller chercher des labels privés, comme FSC ou PEFC, par exemple, sur des ressources en bois. Ou on peut décider de ne pas communiquer aussi. En tout cas, il faut se poser la question. Et puis, on fait des boucles, hein, ça tourne en rond, puisque c'est une méthode itérative qu'on va retrouver, hop, ça ne change pas, qu'on va retrouver dans une nouvelle norme qui a été publiée l'année dernière et qui va être testée auprès de 20 entreprises au niveau national. C'est la NFX 30264, qui reprend tout ce que je viens de vous dire, mais de façon plus détaillée, dans un document normatif, et qui explique qu'est-ce qu'on doit faire quand on veut faire de l'éco-conception. Par rapport à ce que je vous ai dit, ça rajoute simplement une étape, ça reprend tout ce qu'on vient de voir là, avec l'analyse du contexte et les différentes étapes. Ça reprend l'étape de capitalisation. Et on voit qu'on enchaîne entre un premier projet, un second projet, etc., pour capitaliser, échanger et partager de l'info en interne. Cette norme, elle est importante et aujourd'hui, elle fait référence en termes de méthodo. Si vous voulez aller mieux comprendre toute cette méthode, on a un atelier qui s'appelle Inspiration, qui a été mis en place par le pôle éco-conception, qui vous permet en 2 heures et demie, de façon collaborative, avec 8 personnes, vous allez jouer le rôle de différentes fonctions dans l'entreprise, de passer en revue ces différentes étapes sur un cas fictif et de bien comprendre. C'est quelque chose qu'on peut faire en inter-entreprise, c'est-à-dire avec des entreprises différentes, ou chez vous, si vous voulez l'appliquer chez vous, pour embarquer un comité de pilotage dans votre démarche. Je poursuis. L'éco-conception, qu'est-ce que ça peut donner de façon assez concrète? Alors, on a un outil qui s'appelle la roue des stratégies d'éco-conception, ou la roue de Brézé. Je ne vous l'ai pas remis parce que c'est quelque chose que vous pourrez trouver facilement sur Internet. Mais si on regarde comme ça, quelques petits extraits, ça peut porter, par exemple, si on regarde les matériaux, sur l'intégration de matières recyclées, du réemploi de parties de produits, aller chercher des matériaux biosourcés ou des matériaux dans lesquels on aura sorti toutes les matières dangereuses. Sur la partie fabrication, on va aller chercher de la fabrication propre, j'ai mis entre guillemets. Donc, des choix de procédés qui sont meilleurs puisqu'on sait mesurer leur performance. On va essayer de limiter les rejets, de choisir des énergies décarbonées ou en phase de conception, de réduire les chutes. Toutes les chutes deviennent des déchets, donc on va essayer de travailler là-dessus. 3 petits points, hein, parce qu'à chacun de ces paquets, on a des dizaines, voire des centaines de propositions différentes. On peut travailler aussi sur la réduction des impacts du transport, bien sûr à travers la distance, le poids, le volume, le mode de transport, le choix des emballages, réutilisables, pas réutilisables, etc. On va essayer d'avoir un impact maîtrisé pendant l'usage en fonction de notre typologie de produit. Donc baisser les consommations d'énergie ou de matière, augmenter la durée de vie, limiter les émissions non souhaitées, par exemple des dégagements de COV nocifs sur des matériaux, ou favoriser la réparation. Et enfin, sur la fin de vie, on va essayer de faire des boucles. On va le voir un peu tout à l'heure. Donc favoriser la recyclabilité, le démontage, le réemploi ou la décomposition, si on parle par exemple de produits qui peuvent être compostables. Ce ne sont que des exemples de stratégies. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'il faut les appliquer dans le cadre de la méthodo. Donc il faut savoir pourquoi on applique une stratégie et il faut savoir mesurer ses avantages et ou ses inconvénients. Tout n'est pas transposable en copier-coller. Il faut une phase d'étude préalable. On a évoqué dans la méthodo un outil qui est important, c'est celui de l'analyse de cycle de vie, ACV ou LCA en anglais. L'ACV, c'est une méthode qui va permettre de quantifier qui va permettre de transformer en impacts environnementaux tout ce qui rentre et tout ce qui sort de notre cycle de vie. Il rentre des matières, de l'énergie, de l'eau, de la consommation d'espace, etc. Il sort des émissions, il sort des effluents, il sort des déchets.
Tout ça, on va être capable de le mesurer sur les 16 critères que je montrais tout à l'heure avec la méthode PEF. Ça peut servir à identifier les enjeux environnementaux quand on est en phase de conception, mais ça peut aussi permettre de comparer un produit, un concept, différents produits, différents concepts entre eux, ou de renforcer sa communication avec des arguments précis et démontrables. De l'ACV, ça donne ça, par exemple. Ça, c'est un résultat d'ACV qui est sorti d'un logiciel. On a choisi différents critères d'impact. C'est sur un produit de type théière ou cafetière. Et on a la répartition des impacts par phase de notre cycle de vie en fonction de nos différents critères d'impact qu'on a pu retenir. Et ça peut vous permettre de se dire, tiens, tel critère, il ne bouge pas de la même façon que tel autre. Donc, par exemple, le changement climatique ne se comporte pas du tout de la même façon que l'eutrophisation. Les contributeurs ne sont pas du tout les mêmes. Donc, ça va être important d'avoir une vision multicritère. Et ensuite, en allant de façon un peu plus fine, ça nous permet de dire, tiens, dans cette phase de matière première, c'est mon bocal qui est le premier contributeur. Donc, si je veux aller éco-concevoir, c'est là-dessus qu'il va falloir que je travaille en priorité. Ou sur, si on le fait par un tri de matière, sur le verre. Le verre rejoint le bocal, donc voilà. Tout ça nous permet d'aller dans une granulométrie un peu plus fine. Nous avons de l'éco-conception depuis des années et des années quand même. Ça fait une vingtaine d'années qu'il y a des accompagnements qui se font dans ce domaine. Donc, il y a toute une batterie d'exemples d'entreprises locales de Nouvelle-Aquitaine qui existent aussi au national ou à l'international. On a un réseau régional qui s'appelle Recita. C'est le réseau de l'économie circulaire en Nouvelle-Aquitaine, sur lequel vous allez trouver énormément de ressources, et notamment ces fiches exemples qui sont présentées. Donc, si le sujet vous intéresse, si vous êtes là, c'est que le sujet vous intéresse, je vous recommande d'aller voir là-dessus. Il y a énormément de ressources à partager et à découvrir. On va passer à l'étape suivante de la présentation, c'est quand se lancer et pourquoi. Alors, il y a eu différentes études dans le temps qui ont notamment été pilotées par le pôle éco-conception que je citais tout à l'heure et l'ADEME. Ça, ce sont des données qui sont issues de la dernière mouture de cette étude qui date de 2025, donc c'est assez récent. Et c'est fait sur un panel représentatif d'entreprises qui mènent des démarches d'éco-conception. Quand on leur demande quelles ont été les raisons pour lesquelles votre entreprise s'est lancée dans une démarche d'éco-conception, la première raison, c'est la conviction personnelle du dirigeant. Donc, un dirigeant convaincu, engagé, va amener son entreprise à rentrer dans une démarche comme celle-là. Mais ce n'est pas la seule raison. Il peut y avoir aussi une raison forte qui est l'anticipation des futures réglementations, la réponse à la demande de clients sur des marchés existants ou la réponse à une demande d'une partie prenante, financeurs, partenaires, donneurs d'ordre, etc., etc. On retrouve ici les principales raisons que je vais résumer dans 2 diapos. Aux mêmes entreprises, tant qu'à faire, on leur a demandé est-ce qu'il y avait des retombées positives et quelles étaient ces retombées pour l'entreprise. On voit que la première retombée, c'est une amélioration de l'image et de la notoriété. On parle de ces entreprises. Les fiches exemples que je vous ai montrées tout à l'heure, ça permet d'augmenter la notoriété de l'entreprise. On les connaît mieux à travers ça, avec une publicité gratuite, ce qui est assez intéressant. Une augmentation de la motivation et de la fierté des équipes, c'est une raison importante. Vous avez peut-être, comme beaucoup d'entreprises aujourd'hui, du mal à recruter ou à capter des talents. Si vous dites que vous êtes engagé dans une démarche d'éco-conception, vous allez avoir des gens qui sont motivés par ça et peut-être capter plus facilement des talents. Une meilleure relation avec les clients, parce qu'on voit que dans le cycle de vie, à un moment, il va falloir s'intéresser à nos produits et à nos clients. Comment les clients utilisent les produits. Ce n'est pas comment on imagine qu'ils utilisent les produits, mais comment ils le font vraiment. Donc, on va devoir se rapprocher de ces clients. Et on constate que souvent, c'est des choses qui ne sont pas faites. Donc, ça va amener de l'eau à votre moulin d'innovation et de conception des produits. Donc, une capacité aussi à développer de nouveaux produits. Hop, ça ne veut pas changer. Ça y est. Donc, si on récapitule le pourquoi agir, on a l'habitude de faire un peu 4 grands paquets. On a les attentes des clients, des usagers ou des autres parties prenantes qui veulent, donc, dont les donneurs d'ordre, hein, qui veulent des critères précis, des labels, de l'empreinte CO2 produit, une démarche d'achat responsable qui va demander une démarche entreprise, une démarche produit, etc. Ici, il y a besoin de modes de preuve. On va avoir
une pression concurrentielle. Vous n'êtes pas tout seul sur votre marché, ou alors vous avez beaucoup de chance. Mais si vous n'êtes pas tout seul, vos concurrents, ils se posent aussi ces questions-là et ils avancent. Donc vous avez des risques de perte de part de marché ou de dégrader votre compétitivité hors coût. Attention donc à votre positionnement au marché et à votre analyse concurrentielle. Un autre paquet qui est fort, et particulièrement en France et en Europe, c'est la réglementation. La réglementation, elle commence à être de plus en plus fournie et précise sur l'éco-conception. On a un règlement européen qui s'appelle ESPR, Eco-Design Sustainable Product Regulation. Le règlement Eco-Design qu'on appelait avant, qui s'appliquait aux produits électroniques, aujourd'hui, il s'applique à toute typologie de produits, sauf vraiment cas spécifiques. Et je vous montrerai sur la diapo suivante, il demande un passeport digital produit qui sera obligatoire pour tous les produits vendus en Europe. Mais on a aussi des réglementations françaises, la loi AGEC. Il ne faut pas oublier que la loi AGEC demande pas mal de choses, notamment la mise en place de nouvelles filières de responsabilité élargie des producteurs. On va s'intéresser à la fin de vie de nos produits. La loi climat et résilience. Loi AGEC, loi climat et résilience ont notamment beaucoup cadré les allégations environnementales et la façon de communiquer sur les produits. La CSRD, directive européenne, qui demande du reporting extra-financier, et donc des éléments qui vont être en interaction forte avec l'éco-conception. Là-dedans, les grandes tendances, c'est de la transparence, de la traçabilité, de la responsabilité et de l'affichage de la performance. Et enfin, il y a des enjeux stratégiques. On est en plein dedans, mais on a une tension sur les matières de plus en plus forte. N'oubliez pas qu'il y a pas mal de matières qui sont non renouvelables, donc ça veut dire qu'elles sont épuisables. On a des gestions de délais, avec des détroits qui sont bouchés quand on fait travailler nos entreprises en Asie, avec des trajets qui deviennent longs et compliqués. On a de la gestion de la chaîne de valeur, motivation, recrutement, je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc on a pas mal d'enjeux stratégiques qu'il faut identifier et qu'il faut essayer d'adresser. Je vous ai mis 2-3 exemples en suivant de ces éléments-là. Sur la partie droite, je parlais de tension sur les matières. La tension, elle se concrétise directement par du prix. Ici, on a le cours du cuivre. Vous avez vu que sur les dernières années, ça n'a fait que monter avec des montées ou des baisses, mais plutôt des montées qui sont assez brutales. Pourquoi? Parce que le cuivre, on sait que, en gros, il reste une vingtaine d'années de stock connu à la surface de la Terre, et c'est un élément qui est utilisé dans énormément de procédés industriels ou de produits. Donc de plus en plus de demandes et de moins en moins de disponibilité. Vous utilisez du cuivre dans vos produits, posez-vous la question, est-ce qu'il n'y a pas une alternative qui me permettrait de limiter ce risque-là? Même chose sur le pétrole. Là, on est juste sur les quelques derniers mois. De février 2025 à mars 2026, on est en plein dedans. Vous avez vu flamber du pétrole. Le pétrole, ça ne sert pas qu'à se déplacer et à se chauffer. C'est une matière première qui rentre dans énormément de composants ou de matières. Donc on peut s'attendre, et c'est déjà le cas, à une augmentation des matières plastiques ou des choses qui demandent une forte dépendance au pétrole. De la même manière, en faisant de l'éco-conception, on peut intégrer ce genre de données pour se dire comment je peux être moins dépendant de ces éléments ou de la fluctuation de ces éléments-là. La partie de gauche, c'est plus sur des demandes de donneurs d'ordre, de parties prenantes ou de réglementation. Omindex, c'est un affichage qui a été mis en place par les magasins Leroy Merlin, groupe ADO, qui a mis en place une auto-évaluation des produits, de tous les produits qui sont vendus dans les magasins. Et il y a beaucoup de monde qui passe dans ces produits-là, et qui a abouti à une notation du produit sur des critères environnementaux et un petit peu sociétaux, qui couvrent l'ensemble du cycle de vie et des critères d'éco-conception. Par exemple, est-ce que vous avez un contenu en matière recyclée dans votre produit? Est-ce que vous avez limité les consommations d'énergie, etc. Avec des modes de preuve qui sont de plus en plus forts et contraignants. Donc ici, on a une notation produit. Cette notation, ici, c'est une initiative privée. Ici, c'est la réglementation qui va la demander. Le règlement ESPR, que je citais tout à l'heure, va demander un passeport digital produit sur tous les produits vendus en Europe. Ce passeport digital, il va reprendre une note environnementale et toute une liste d'éléments sur la composition, sur la capacité à être recyclé, sur l'intégration de matières recyclées, etc., etc. Donc on va vraiment dans
un besoin de transparence et de démontrer sa performance environnementale. Dans le pourquoi, on a aussi des choses qu'on retrouve énormément dans les entreprises en ce moment. C'est le bilan carbone, que ce soit chez vous ou chez vos partenaires, grands donneurs d'ordre ou clients. À un moment, on va arriver à la décarbonation du scope 3. Le scope 3, dans le langage bilan carbone, c'est vos achats ou les produits que vous vendez. J'ai rarement vu un bilan carbone, à part dans des sociétés de transport peut-être, qui n'aboutit pas à la conclusion, il va falloir éco-concevoir vos solutions. Ou demander à vos fournisseurs d'éco-concevoir les solutions qu'ils vous proposent. C'est une suite logique et complémentaire. Donc anticipez les choses, si vous savez que vous allez rentrer dans de la décarbonation, intégrez d'ores et déjà cette logique d'éco-conception. Et dans la RSE, alors j'ai mis EcoVadis, mais c'est la RSE d'une manière générale. Dans notre ISO 26000, on a deux questions centrales qui sont en lien direct avec l'éco-conception. C'est la question de l'environnement, puisque la mesure de la performance environnementale, et c'est bien sûr la protection du consommateur. De façon un peu plus triviale et concrète, si par exemple vous voulez progresser dans votre note EcoVadis, si vous faites de l'éco-conception et que vous démontrez que vous faites de l'éco-conception sur vos produits, vous allez probablement obtenir une meilleure note ou éviter de la dégrader parce que vos concurrents, eux, vont rentrer dans une démarche de ce type. Et enfin, là-dessus, et ce n'est pas la moindre des raisons du pourquoi ou du quand plutôt, ayez en tête que 70% des coûts et 80% des impacts environnementaux et sociétaux d'un produit sont déterminés au moment de sa conception. Donc, pour maximiser les résultats, il faut intégrer le plus tôt possible ces critères environnementaux et sociétaux. Ce n'est pas une fois que le produit est défini, que son cahier des charges est bouclé, que vous avez fait des premiers tests, etc., et que vous avez figé des choix, que vous pourrez revenir en arrière dessus. Plus tôt vous prenez en compte ce critère-là, et mieux ce sera, et plus vite vous pourrez aller dans de la performance environnementale. Alors tout ça, ce n'est pas forcément évident, et vous vous dites peut-être aujourd'hui où on en est. On a un petit flash diag, il y a une quinzaine de questions, ça prend vraiment 5 minutes, c'est très très rapide, qui vous aide à vous positionner et à savoir si vous êtes déjà un petit peu au niveau novice, un petit peu au niveau intermédiaire, au niveau avancé, pour savoir qu'est-ce qu'il faut engager comme suite là-dessus. C'est gratuit, vous allez sur ce flash diag, vous aurez les présentations qui seront disponibles, donc vous pourrez y aller tranquillement après. Je poursuis. On est bien dans le timing. Quel modèle économique? Alors, pour parler de ça, j'ai voulu commencer par ce petit graphique-là, qui reprend les 4 niveaux d'éco-conception. En fait, vous avez vu dans les exemples que j'ai donnés tout à l'heure, ça peut être, je fais le même produit, j'intègre de la matière recyclée, par exemple. Donc, ça ne va pas nécessiter une transformation fondamentale de votre produit. Je peux faire exactement le même produit, même design, simplement, je vais intégrer de la matière recyclée. Ça, c'est le niveau 1. D'un point de vue modèle économique, transformation de l'entreprise, ça ne va pas impliquer grand-chose. Peut-être une façon d'acheter différente la matière ou de tester un peu sa résistance. Le niveau 2, ça va être de revoir l'architecture du produit. Donc, on est le même besoin, mais on va aller chercher un nouveau produit. C'est-à-dire qu'on s'autorise à revoir la conception et le design du produit, revoir la forme des pièces, revoir la façon de les fabriquer, se demander si la matière qu'on a choisie est la bonne, ou si on peut réduire cette consommation d'énergie en phase d'usage, si on est dans ces cas-là, et comment. Et est-ce que ça va avoir une implication sur la forme du produit? Ayez en tête, par exemple, l'exemple des véhicules. Pour travailler sur la consommation d'un véhicule, on va travailler sur la performance du moteur, mais on va travailler sur plein d'autres choses. Le poids total du véhicule, son aérodynamisme, etc. Donc tout ça va avoir une forte implication sur la conception des pièces. Tiens, ma pièce qui est en acier, et si je la faisais en alu, c'est plus léger, je vais gagner en consommation. Ou si je la faisais en composite, je vais encore gagner, etc., etc. Donc ici, on est niveau 2. Ça implique un peu plus de choses dans l'entreprise, un peu plus de services, puisque l'éco-conception, c'est une démarche transversale d'entreprise qui va toucher différents services. Ce n'est pas qu'une démarche de BE.
vous avez compris, on va aller chercher du market, de la communication, de la production, des achats, etc. Et puis, dans les deux démarches qui sont sur la droite de la diapo, ça va demander un peu plus de transformation de l'entreprise ou de son modèle économique. Le niveau 3, on est toujours avec le même besoin, mais un nouveau produit qui va être complètement différent et qui va probablement amener des modifications significatives dans la façon de faire le produit. Je vais vous montrer un exemple après pour que ce soit concret. Et le niveau 4, on rentre dans l'économie de la fonctionnalité. Donc, on va se poser la question, est-ce qu'on a toujours besoin de vendre le produit ou est-ce qu'on peut rentrer dans un autre modèle économique dans lequel on va amener la solution rendue par le produit et on ne va plus vendre le produit. Typiquement, j'ai un photocopieur à disposition dans mon entreprise. Je ne l'ai pas acheté, mais je paye à chaque fois que j'utilise des photocopies sur cet appareil-là. Deux petits exemples. Hop, ça veut bien changer. Donc, ce que veut dire le graphique ici, c'est que plus on avance dans les niveaux 2, 3, 4, plus notre potentiel d'amélioration environnementale va être important. Mais plus le changement demandé dans l'entreprise va aussi être important. Donc, il n'y a pas une démarche qui est meilleure qu'une autre pour votre entreprise. Souvent, on commence par là, et puis petit à petit, on se demande vers où on peut aller. Toutes les entreprises ne vont pas vers là, mais ça peut être une fin possible. Ça, c'est un exemple d'éco-conception de niveau 3. Les deux produits, celui de gauche, celui de droite, rendent la même fonction. C'est celui de pouvoir laver le pare-brise d'un véhicule. Dans un cas, on a un produit liquide qui est vendu dans un bidon. Et dans le deuxième cas, on a une tablette qu'on va dissoudre dans le réservoir de lave-glace de l'entreprise en rajoutant de l'eau. Ça fait la même chose. À la fin, on a notre réservoir de liquide lave-glace qui est rempli. Et vous comprenez bien qu'en termes de modèle d'entreprise, ça ne va pas du tout avoir les mêmes implications. Je suis fabricant de ce produit-là, je vais chercher à l'éco-concevoir, je vais me poser la question du plastique qu'il y a dans mon emballage, dans mon bidon, de la taille de mon bouchon, des composants qui rentrent dans la formulation du produit. Est-ce qu'il y a de l'alcool? Comment est fait l'alcool? Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Etc., etc. Mais à un moment, je vais tomber sur un plafond de verre. Ici, on a une entreprise qui n'était pas du tout dans ce secteur-là et qui développe un produit complètement différent, une tablette. En termes d'amélioration, on est à plus de 95% d'impact entre ça et ça. Et si je suis fabricant de ce produit-là, pour que je passe à ça, ça va être assez compliqué. Ça va devoir... ici, je sais faire du bidon, je sais mélanger des produits, je sais les mettre dans le bidon. Ici, c'est complètement différent. Donc, peut-être que ça nécessitera, dans votre modèle économique, de travailler avec un partenaire qui a un savoir-faire différent, de faire un investissement pour intégrer ces nouvelles compétences, etc. L'éco-conception, ça peut aller jusque-là. Et ça peut aller même au-delà, puisque dans l'économie de la fonctionnalité ou dans les nouveaux modèles qu'on peut mettre en place, ici, c'est l'exemple de 1083. Ce n'est pas une entreprise de Nouvelle-Aquitaine, mais c'est une entreprise qui est dans le nord de la France et qui fait du textile, des jeans. Sur cette problématique de tension sur la matière et d'un enjeu fort qui est la filière textile en France, la fin de vie, est assez mal maîtrisée et on se retrouve avec des enjeux de textiles qui partent à l'étranger avec des images qu'on a tous vues de décharges au Ghana ou en Amérique du Sud qui sont vraiment problématiques. Donc, est-ce que, en tant qu'entreprise responsable, je veux être associé à ça? Non, pas forcément. Donc, comment je peux agir pour éviter ces problèmes? Je vais essayer de rester maître des déchets que je produis. Et pour ça, je vais mettre en place une espèce de boucle en donnant de la valeur à mon produit en fin de vie pour que le client me renvoie ce produit-là. Typiquement, ici, le jean, il est consigné. Donc, quand vous achetez votre produit au départ, il y a une partie du prix du produit qui vous est restituée si vous renvoyez le jean hors d'usage à l'entreprise. Ça évite que ça parte dans une filière qui n'est pas maîtrisée et ça permet à 1083 d'avoir la matière pour fabriquer ces jeans demain, hors coût du pétrole, parce qu'on est dans de la matière recyclée. Donc, si la boucle, elle marche bien,
que le détroit d'Ormuz soit bloqué, ce n'est pas un problème, parce que j'ai de la matière qui tourne en boucle. Donc, elle ne vient plus de l'autre bout du monde, mais elle vient du local, elle vient de mes clients. Tout ça, ce sont des implications qui rentrent dans la logique de l'économie circulaire. Marie-Lise vous en fera le lien tout à l'heure avec les dispositifs régionaux. Mais l'économie circulaire vise à optimiser l'utilisation des matières qu'on met dans les produits. L'économie linéaire, je fais un produit, je le mets à la poubelle, il est brûlé ou il est mis dans une décharge, c'est plus possible. C'est plus tenable pour le système, d'un point de vue environnemental, sanitaire, mais aussi économique. Si on se projette dans l'économie globale de la France demain, de la Nouvelle-Aquitaine, on va essayer de faire de plus en plus de boucles, de la valeur locale, de la réparation, du réemploi, de la refabrication ou du recyclage. Mais si on veut rentrer dans ces logiques-là, ou de la méthanisation du compostage, il faut y penser dès le départ. Il faut concevoir nos produits pour qu'ils puissent être réparables, pour qu'ils puissent être recyclables, etc., etc. Notre éco-conception, elle est aussi en interaction avec cette démarche d'économie circulaire. Finalement, hop, regarde où j'en suis. Pardon. Donc finalement, on peut se dire que c'est ma dernière diapo, après je te passerai la main, Marie-Lise. On peut se dire que dans une entreprise, en termes de modèle économique ou d'approche de la démarche, on va avoir peut-être différents niveaux. On a vu c'est le niveau 1, 2, 3, 4. Tout le monde ne va pas adresser le niveau 3, 4, on le sait. Mais vous devez vous poser la question, quelle est l'ambition que je vais donner à mon projet, vers quoi je veux tendre en fonction de la politique de l'entreprise ou de toute cette analyse de contexte, vers quoi je devrais aller, et puis aussi du schéma dans lequel vous allez pouvoir rentrer. Est-ce que je vais faire un produit, un petit produit test par exemple, ou un produit vert à l'intérieur de mon catalogue? On le recommande de moins en moins, hein, mais bon, ça peut être une façon d'apprendre aussi, se faire la main. Ou est-ce que je vais travailler sur une gamme, ou un produit puis une gamme? Est-ce que je vais essayer de toucher un maximum de mes produits dans mon catalogue? Ou alors est-ce que je vais aller chercher un nouveau business model? Vous pouvez, en fonction de votre niveau de maturité, rentrer par là, ou se dire, tiens, je vais tout faire dans l'ordre. Voilà. Ce qu'il faut retenir, en tout cas, c'est que, comme le disait Christophe en introduction, avec tous ces éléments de contexte, on voit qu'aujourd'hui, l'éco-conception, c'est un incontournable. Toutes les grandes entreprises ont un service éco-conception, ont des solutions d'analyse de cycle de vie, demandent à leurs fournisseurs de travailler sur le sujet, etc. C'est à vous de voir dans quel contexte vous êtes, quel est ce niveau de pression ou d'attente interne. Mais en tout cas, on est là pour vous aider et pour vous accompagner. Je vais laisser la main à Marie-Lise pour qu'elle vous explique comment on peut vous accompagner. Très bien, merci Christophe et bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter les accompagnements. J'espère que Christophe, vous avez très envie de vous lancer dans l'éco-conception et je vais vous présenter un peu les accompagnements qu'on peut proposer sur le sujet et puis après plus globalement sur l'économie circulaire. Tu peux passer la slide suivante. Je passe? Ok. Hop. Donc, pour rappel, je suis chargée de mission économie circulaire pour la région de Nouvelle-Aquitaine, mais là, je vais parler au nom de l'équipe BICOM. Donc, BICOM, c'est le programme régional sur l'éco-conception, sur comment on accompagne les entreprises à l'éco-conception, qui est piloté région ADEME, copiloté région ADEME, et animé par Soltena et la CCI. Et on a dans les financeurs également BPI France qui vient compléter le tour de table des financeurs sur le sujet de l'éco-conception. Donc, qu'est-ce qu'on propose à travers ce programme régional BICOM? On propose de rassembler toutes les typologies d'accompagnement sur l'éco-conception. Tout d'abord, comment s'informer? Comment proposer ce genre de webinaire thématique, donc soit assez généraliste comme celui d'aujourd'hui sur comment s'initier à l'éco-conception, soit thématique par filière, par sujet de réglementation à venir, de normes, etc. Donc, il y a un programme de webinaire sur l'année qui est établi, très riche, qui en général croise soit une entrée filière, soit une entrée thématique en lien avec un cluster. Donc, vous pouvez tout retrouver sur le site de Recita sur Bicom. On propose aussi des ateliers
généralement. Il y a eu un atelier il n'y a pas longtemps sur la norme AFNOR. Il y a des ateliers sur comment on se lance dans l'éco-conception qui sont animés par la CCI, des serious games sur comment on teste l'éco-conception d'entreprise, qui sont dénommés Inspiration. Et puis, c'est un centre de ressources. Sur Recita, vous trouvez plein d'informations sur l'éco-conception, sur des REX d'entreprises qui s'y sont lancées, sur les normes à venir, la réglementation. Vous avez vraiment tout sur la page Bicom de Recita. Ensuite, derrière Bicom, c'est aussi comment on vous accompagne à agir. Et là, on a pas mal de dispositifs pour vous aider selon votre niveau de maturité et votre typologie d'entreprise. Il y a les études Premier Pas qui sont proposées par l'ADEME, c'est les anciens tremplins pour ceux qui connaissaient. Il y a aussi des diagnostics et éco-conception proposés par BPI France et il y a des dispositifs d'accompagnement aux études et à la mise en œuvre. Et donc, derrière, des aides également à l'investissement. Et tout l'intérêt de cette organisation partenariale d'Erabicom, c'est de vous proposer un guichet unique qui est Damien Deletras de Soltena pour solliciter toutes des informations à la fois de mise en relation technique comme de sollicitation de financement. Donc, vous contactez une seule personne et derrière, il y a tout ce travail de préparation, de qualification et derrière de présentation au financeur qui sera derrière vous aiguiller vers le bon financeur et vous dire bon, voilà, vous êtes plutôt une PME qui peut correspondre dans votre niveau de maturité à l'étude premier pas vers l'ADEME ou vers le diagnostic et éco-conception des pays France si vous êtes prêt à passer 18 jours d'accompagnement sur l'éco-conception. Ou si votre besoin, vous êtes plus une ETI, votre besoin c'est plus de la grosse étude ou de l'investissement, là on va s'orienter vers des dispositifs spécifiques ADEME et région. Et au-delà de ça, on propose quelques dispositifs pour aller plus loin. Chaque année, on propose une masterclass sur l'éco-conception qui rassemble une dizaine d'entreprises qui se sont lancées ou se lancent dans l'éco-conception et qui ont besoin d'échanger entre pairs sur comment est-ce qu'on manage une démarche d'éco-conception. Et là, c'est une masterclass qui est co-animée par Christophe Robin et Donc, par je peux Damien l'afficher. Deletra. Ouais. Non, non, elle est sur la même slide. Non, juste comme ça, ok. Ah, tu voulais parler de la Ouais, masterclass? C'est bon, on va la ouais, présenter après. ouais. Mais on y reviendra effectivement dans la dernière slide. Ensuite, on vous propose également un suivi des actions d'éco-conception. Donc, au long cours, vous faites une démarche d'éco-conception en instant T. Derrière, c'est comment est-ce qu'on vous amène à aller plus loin, à faire le retour en an après, et puis à mettre en avant aussi tout ce que vous avez fait. Donc, quand vous êtes rentré dans le club Bicom, derrière, c'est une mise en lumière au travers des différents événements qui sont proposés par la région et l'ADEME et par la plateforme Recita. Ça peut être on a régulièrement fait présenter des entreprises au Forum Éco-Conception, qui est quand même le haut lieu de l'éco-conception en Nouvelle-Aquitaine et qui a rassemblé à chaque fois plus de 200 participants entreprises, ou dans la journée régionale économie circulaire qui aura lieu cette année en septembre. Donc il y a tout intérêt en fait à pouvoir, même s'il n'y a pas de financement, à se faire référencer d'Erabicom pour dire, bon, bah, derrière, c'est une mise en lumière de tout ce que j'ai pu faire et des mises en relation qui peuvent être enrichissantes pour l'entreprise. Tu veux passer à la slide suivante. Et donc, ce qu'il faut retenir du programme Régional Bicom, c'est qu'il s'adresse vraiment à toutes les filières, tous les secteurs. Il est ouvert à l'ensemble des filières, des secteurs, et quel que soit le niveau de maturité. Après, effectivement, on peut avoir des colorations année après année sur certaines filières. La première masterclass avait une coloration très forte sur la filière santé en lien avec Loop Santé. Cette année, peut-être qu'on aura une coloration un peu plus forte sur le secteur de la plasturgie, mais c'est ouvert à toutes les filières. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais en termes d'accompagnement individuel, c'est-à-dire de démarches individuelles que vous pouvez engager. Il y a les pré-diagnostics premier pas éco-conception, qui est enseignement les ex-tremplins. De mémoire, c'est 5 000 euros, 5 000 euros d'aide. Ensuite, il y a diagnostic éco-conception avec BPI France. C'est 18 000 euros de prestations d'études sur lesquelles il peut y avoir 70% d'aide quand vous êtes une TPE. Et puis après, il y a les études d'éco-conception, là, qui sont financées avec l'ADEME ou la région, où on peut aller jusqu'à
70% si vous êtes une TPE, ou 60%, ou 50%, ou moins, selon la typologie d'entreprise. Ce ne sont que des maximums. Et ensuite, il y a les projets d'investissement. Vous avez fait une étude d'éco-conception, d'ailleurs, vous avez un investissement à faire. Et dans ce cas, il y a des dispositifs d'aide également qui existent. Les taux sont variables, peuvent aller au maximum jusqu'à 50%, mais c'est des taux variables en fonction de la typologie du projet. Et différentes opérations collectives, comme on a évoqué, la masterclass que j'ai évoquée tout à l'heure, et l'opération collective nationale AFNOR, qui permet de tester à une vingtaine d'entreprises au niveau national la norme. Et aujourd'hui, le dépôt du dossier, c'est là maintenant qu'il faut le faire si vous êtes intéressé, et la sélection se fait au fil de l'eau. L'idée, c'est qu'on ait un beau panel d'entreprises de Nouvelle-Aquitaine pour pouvoir bien représenter les enjeux de Nouvelle-Aquitaine. Et la masterclass, donc 5 jours, mais on va y venir. On va venir à la slide suivante, s'il te plaît, Christophe. Donc la masterclass éco-conception, donc 5 journées d'échange, de partage, de visite sur les étapes de la démarche d'éco-conception. C'est généralement très apprécié par les entreprises. Ce n'est voilà, c'est ouvert, comme j'ai dit, à tout typologie d'entreprise. Donc, il peut y avoir un beau partage entre des PME, des ETI. Parfois, on a même des entreprises de groupe. Ça permet des échanges riches et multifilières. Vous avez des exemples là d'entreprises qui ont participé dans l'édition 2024 et 2025. Vous voyez que vraiment, on couvre l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine et de multiples secteurs, qu'on peut aller sur de la R&D dans la filière santé avec Technoflex, comme sur Safran et sur les hélicoptères et les moteurs d'hélicoptères. On a travaillé avec Seva Santé Animale également, avec Discac, avec des Adopt sur les parfums, et puis des plus petites entreprises comme Artelmic Company sur les lunettes optiques, les verres optiques qui ont été travaillés. Le coût du parcours, c'est 3 000 € par entreprise, mais c'est pris en charge à 100% par l'ADEME et la région. C'est juste du temps homme à allouer par l'entreprise pour être accompagné sur ce temps-là. Ça peut être des entreprises qui bénéficient déjà d'une aide sur un dispositif individuel, mais ça peut être aussi des entreprises comme des groupes tels Safran, euh, je ne sais pas d'autres comme Seva, qui n'ont pas eu d'aide forcément sur l'éco-conception, mais qui sont intéressés par ces démarches de masterclass. Et donc, le prochain lancement, c'est le 18 juin 2026. Les inscriptions sont jusqu'au 1er mai. Donc, c'est là maintenant. Si vous êtes intéressé, vous avez le lien ici. Le contact reste Damien Delettra, le guichet unique sur Bicom. Mais derrière, voilà, il y aura ce binôme accompagnant de Christophe et de Damien. Je pense que tu peux passer à la slide suivante. Donc ça, c'était pour l'accompagnement sur la partie éco-conception. Bicom, comme on est organisé collectivement au niveau régional sur l'éco-conception avec un beau partenariat de l'ensemble des parties prenantes qui aujourd'hui accompagnent les entreprises sur l'éco-conception, mais qui s'organisent avec un guichet unique pour vous faciliter le passage à l'acte. On s'était dit que ce serait intéressant aussi de vous présenter plus globalement tout ce qu'il y avait en matière d'économie circulaire, sachant que voilà, aujourd'hui, euh, la région et l'ADEME proposent un panel d'accompagnement sur l'ensemble des piliers d'économie circulaire. Et c'est à ce titre-là qu'on accompagne sur l'éco-conception et qu'on porte un programme régional sur l'éco-conception. Mais au-delà de l'éco-conception, une fois que vous avez mis un pied dans l'éco-conception, c'est une très bonne base pour aller derrière travailler des achats responsables qui n'ont pas encore été faits, ou parfois c'est l'inverse. On commence par les achats responsables, puis on va vers l'éco-conception. Ça peut être aussi une bonne ouverture pour aller travailler l'écologie industrielle territoriale, l'économie de la fonctionnalité, la consommation responsable, le réemploi, la réparation ou le recyclage. Et on a des dispositifs d'accompagnement sur chacun de ces piliers. Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Et donc, pour non pas être exhaustif ni trop détaillé, mais illustrer un petit peu, donc sur l'éco-conception, on vient de détailler un petit peu de tous les dispositifs, tout ce qu'on proposait au travers de Bicom. Vous dire que peut-être sur les achats responsables, donc l'approvisionnement durable, il y a une opération collective que porte la CCI
qui est un peu du même type que la masterclass, mais qui cette fois-ci s'adresse aux achats responsables, où on fait échanger les entreprises entre elles sur comment se lancer dans une démarche d'achat responsable, comment faire un REX. Il y a également la région qui propose un dispositif qui est vraiment lié à l'identification et la qualification des fournisseurs. Ça, c'est dans les périodes de crise qu'on connaît malheureusement aujourd'hui de plus en plus, où peut y avoir une grosse fluctuation pour des événements géopolitiques euh, sur le prix des matières premières ou voilà, sur l'accès aux matières premières. Un vrai travail de qualification des fournisseurs pour analyser sa dépendance, pour analyser comment se diversifier, comment essayer de sécuriser cet approvisionnement. Donc, c'est un dispositif région qui peut être sollicité ici. Et puis, il y a le DIAC BPI Ecoflux qui est entre l'approvisionnement et les déchets. On fait un diagnostic au sein de l'entreprise sur tous les flux entrants et tous les flux sortants. Donc, énergie, eau, matière, déchets, etc. Et donc, c'est un diag, cette fois-ci proposé par la BPI. Sur l'éco-nationalité, on a également un programme complet copiloté ADEME Région qui est animé par ADI. Et donc, bon, pour ceux qui ne sont pas familiers, l'éco-nationalité, c'est comment on passe grosso modo la vente d'un produit à celle d'une performance d'usage. Donc, une location, mais pas que, un service avec une performance d'usage et une diminution de l'impact environnemental à la fin. Christophe en a parlé dans les slides précédentes, dans l'évolution de l'éco-conception. Au bout d'un moment, il faut se poser la question de c'est quoi la valeur ajoutée de ce que je vends? Est-ce que c'est vraiment le produit qui répond aux besoins ou est-ce que c'est autre chose? Ou est-ce qu'avec le produit, je vends aussi des services que je ne valorise pas forcément et qui sont intégrés? Ou est-ce que je peux même passer directement à un service complet et sans qu'il y ait vente de biens, mais je reste en possession de mon bien et via ça, je peux travailler la durabilité du produit que je crée et que je mets à disposition du client. Donc sur ça, on propose des accompagnements individuels sur l'étude. Donc avec des prestataires qui peuvent vous accompagner sur votre maturité, votre potentialité sur le sujet et comment après on se teste dans l'investissement, comment on se lance dans les investissements derrière cela. Et il y a aussi une opération collective proposée par l'ADEME, la région, et animée par ADI sur le sujet qui se renouvelle d'année en année. Donc voilà, de même sur l'économie de santé et les achats responsables, les recrutements vont être relancés là pour cette année, donc n'hésitez pas à manifester votre intérêt. Sur le 3R, réemploi, réparation, réutilisation, on monte en puissance au sein de la région sur le sujet. On a des dispositifs d'accompagnement à l'étude de l'investissement comme pour les autres sujets, mais on monte en puissance. On a fait une journée technique sur la réparation l'année dernière. Il y a un cahier technique réparation qui est sorti, qui est disponible sur le site de Recita. Et surtout, la région va porter pour la première fois cette année un stand au salon Reuse qui aura lieu en juin, non, en mai de cette année à Paris. Donc, le salon Reuse proposé par le salon Vrac et Réemploi, mais qui s'adresse non pas qu'au secteur de l'emballage, mais à la filière textile, habillement, mobilier, les équipements électriques et électroniques. Le bâtiment, donc c'était très transverse en matière de secteur. Et la région portera un stand pour valoriser les offreurs de solutions régionaux. Et si vous voulez venir en tant qu'invité de la région à ce salon, c'est possible. On a un nombre de places limitées, mais sur lesquelles on peut porter des invitations. Donc n'hésitez pas à vous manifester, c'est maintenant. Et ensuite, sur la gestion des déchets, historiquement, la région porte des dispositifs d'accompagnement à l'étude de l'investissement sur la gestion des déchets. Et la CCI propose de même une opération collective sur les déchets. Voilà, je pense que j'ai fait le tour avant qu'il y ait trop de départs de fin de matinée. Peut-être mettre la dernière slide sur les contacts sur cette partie économie circulaire. Vous avez des contacts, des référents par territoire au sein du service économie circulaire de la région. Vous avez les mêmes référents territoriaux côté ADEME. Généralement, on travaille en binôme. Quand on reçoit un projet, on le partage à l'ADEME et inversement. Donc, voilà, n'hésitez pas à contacter vos référents territoriaux pour des sujets d'économie circulaire autres que l'éco-conception.
Et j'en ai fini. Merci Marie-Lise. Merci. Merci à vous deux. J'ai ouvert le micro, je vous ai ouvert vos micros et vos caméras, théoriquement. Donc, je vois pas de questions dans la conversation, mais n'hésitez pas à prendre la parole avant que les estomacs se manifestent trop. Si vous avez des questions, c'est le moment d'en profiter. Vous avez compris que du coup, vous n'êtes pas seul si vous souhaitez vous lancer dans l'éco-conception. J'en profite aussi pour confirmer, tel que je l'ai marqué dans le chat, que le replay et le support sera diffusé du coup aux inscrits et aux participants de fait. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet? Personne ne se manifeste. Moi, j'avais peut-être une question en attendant. Ça peut lancer une dynamique. Christophe, tu n'as pas parlé de services, mais les services, on peut éco-concevoir un service aussi. On parlait plus de produits manufacturiers. Moi, je suis un peu Ouais. novice sur le sujet, mais ouais. Oui, il y a la question qui sort aussi. Ah, Est-ce que les voilà. services sont aussi concernés? Ah, voilà. Oui, c'est une démarche qui peut... Là, on a parlé de produits parce que c'est plus simple à comprendre en première approche sur les produits, mais c'est aussi une démarche qui peut s'appliquer aux services. On a un guide, notamment du pôle éco-conception, qui décrit l'éco-conception de services, avec un cycle de vie qui est particulier, mais ça va rentrer dedans. On peut aussi faire de l'éco-conception de procédés industriels, de plein de choses en fait. C'est une logique et des outils qui peuvent s'appliquer à des choses très diverses et très transversales. On peut aussi travailler sur un système produit-service où on sera évalué tout l'ensemble. On peut aussi noter qu'on a des services dans lesquels c'est très présent et c'est déjà très demandé. Par exemple, le service de l'hébergement touristique, c'est la première source d'écolabel européen. L'écolabel européen, c'est un label d'éco-conception qu'on peut obtenir suite à une certification tierce partie, avec des cahiers des charges qui sont établis au niveau européen. Et le premier produit qui est certifié, c'est un service d'hébergement touristique. Et il y a un deuxième service qui est très concerné en ce moment, ce sont les services numériques, avec notamment une loi qui s'appelle la loi REEN, R-E-E-N, qui demande explicitement d'éco-concevoir les services numériques. Donc, du site Internet, du stockage de données, du transfert de données, etc., etc. Donc oui, c'est très présent dans les services. Merci pour ce complément Il y a une main qui se lève. d'information. Oui, Oui, allez-y. c'est complètement bonjour Clotilde Roy. Donc nous c'est Maison Roy, une petite entreprise 100% prestataire, donc complètement concernée par cet aspect service. Ouais. Oui, au sud d'Angoulême, vous êtes. Oui, c'est ça, Ouais, exactement. tout à fait. Et en fait, donc nous on est prestataire de mise en bouteille, gazification de boissons. Et avec aucune marque à nous, donc effectivement, moi, c'est surtout ça où je me trouve un petit peu bloquée aujourd'hui, c'est que comme on est dans une démarche RSE, le volet conception nous est poussé, et sauf que déjà, je ne sais pas trop effectivement dans quel sens aller, j'ai vraiment besoin des premiers pas, mais qui sont vraiment spécialisés sur cet aspect service 100%, puisque nous, on n'a pas du tout de conception de produit, quoi. Produit fini, oui, oui. Vous n'avez pas un produit fini, mais vous intervenez dans le cycle de vie d'un produit de quelqu'un d'autre. Oui, complètement. Et à ce titre-là, le quelqu'un d'autre en question, le donneur d'ordre, le client, peut avoir besoin d'informations de votre part. Déjà, ça, c'est une première donnée, puisqu'il ne va pas réussir à faire son analyse de cycle de vie ou son éco-conception sans vous. Donc, il va certainement vous demander des informations. Et quand vous allez commencer à mesurer ces informations, ces data, c'est-à-dire quelle consommation d'énergie, quelle consommation de gaz, quelles sont les infrastructures dont j'ai besoin pour faire ça, d'où ça vient, etc. Quand vous allez commencer à collecter ces data, vous allez peut-être aussi vous dire qu'il y a peut-être une façon de faire différente et meilleure. Donc de pouvoir arbitrer entre je gazifie une boisson avec tel procédé ou tel gaz, etc. Et quelle est la meilleure solution en le mesurant d'un point de vue environnemental. On le voit, hein, vous n'êtes pas la seule dans ce cas-là.
Ça se retrouve par exemple beaucoup dans l'aéronautique, où on a un grand donneur d'ordre, Airbus, qui fait des avions à la fin, mais toute une chaîne de valeur de donneurs d'ordre qui participent à la construction de cet avion. Ben, chacun peut être impliqué à son niveau. Simplement, vous allez pas peut-être pouvoir adresser du niveau 4, de l'économie de la fonctionnalité, etc. Vous serez peut-être plus sur du niveau 1, du niveau 2, mais déjà de collecter de l'information et d'essayer de la rendre la meilleure possible, c'est déjà de l'éco-conception. Ouais. Et ben c'est justement, enfin, parce que là, on voudrait du coup avoir, avant de se lancer dans quelque chose où on ne saurait pas quoi. Alors, sachant que nous, on est accompagné avec BPI sur Ecoflux, Oui, déjà pour avoir justement ce premier niveau de mesure, on va dire, énergétique, etc. Mais on recherche un petit peu enfin, pour être formé vers quoi. Alors là, bon, j'ai pris quelques notes, etc. Donc il y a peut-être des choses qui peuvent être intéressantes, mais c'est vrai que comme souvent, j'ai l'impression que c'est souvent on part sur un produit fini et je voudrais pas me tromper, enfin, avoir une ouais, formation qui réponde à réellement notre besoin, quoi. ouais, ouais. Non, c'est pas nécessairement qu'un produit fini. Ça peut s'adresser. On peut vous aider. Vous avez compris dans le cadre de Bicom ou si vous souhaitez qu'on échange ou avec votre conseiller local de CCI, on peut vous guider dans la bonne démarche à suivre. Je vous Ok, propose merci. qu'on en rediscute après si vous voulez de reprendre contact. Oui, avec plaisir. Merci. Merci à vous. Je vous vois. Est-ce qu'il y a d'autres mains levées? Il me semble pas que je passe à côté de d'autres mains levées. Écoutez, je vois qu'il est 12h03. Je vous propose qu'on clôture et qu'on va chacun à nos occupations. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre participation. Donc encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez du coup vous engager dans une telle démarche. On vous enverra du coup le replay et les supports de présentation. Et je conclurai en disant, bon, vous l'aurez noté, c'est une politique claire, que ça soit de l'ADEME de la région et en accompagnement de la CCI, de vous embarquer, si je puis dire, dans cette démarche d'éco-conception. Donc n'hésitez pas, ça nous permettra à toutes et à tous, du coup, de réduire nos impacts environnementaux et de se diriger vers une forme d'indépendance aussi. Je vous remercie pour votre participation et puis je vous souhaite à toutes et à tous une bonne après-midi et un bon appétit. Au revoir.